Bernard Arnault est le 4e homme le plus riche du monde. Sa fortune colossale est estimée à plus de 60 milliards d'euros. Il est notamment propriétaire des quotidiens Le Parisien et Les Échos. Et à ce titre, le milliardaire touche 12 millions d'euros d'aide de l'État chaque année. Cet argent, c'est celui des contribuables français, c'est le vôtre. Alors, reprenez le pouvoir, donnez à la presse que vous aimez, donnez à TV Liberté. Amis téléspectateurs, bonjour. Nous revenons au cinéma avec une équipe réduite. Arthur, bonjour. Bonjour Frédéric. Et ben écoute, commence, dis-nous un petit peu les films que tu as vus et puis on va se chevaucher sur les films. Alors il y a un film assez étonnant qui sort, c'est le film de Lars von Trier, le fameux génie scandinave, qui s'appelle The House That Jack Built, et donc qui était à Cannes en mai dernier. Et je ne sais pas si vous vous rappelez, il avait été banni du Festival de Cannes il y a 7 ans lorsqu'il avait présenté Mélancolia, parce qu'il avait fait une apologie de l'architecture nazie, en disant qu'il trouvait ça, qu'il était très intéressé par ça. Et puis, ça avait un peu, voilà, avec Lars von Trier, il avait un peu bu, et il a fait il avait un peu bu aussi. Peut-être un peu bu, il a fait une petite boutade en terminant par I'm a Nazi, en rigolant très fort. Et donc, il a été banni du Festival de Cannes. Il revient, on lui réouvre les portes 7 ans après, il rentre sous les ovations, et 150 minutes plus tard, ça se termine. Silence. Et alors, pourquoi silence? Parce que lorsqu'on démarque après 7 ans de purgatoire pour apologie du nazisme, et qu'on fait un film avec... quand on loue la perfection des Stuka, qui sont les bombardiers allemands, et qu'on loue la beauté et le génie d'Albert Speers, qui est un des architectes qui est la nazi, c'est qu'on n'a pas vraiment le goût pour la repentance, quoi. Donc ça prouve que Lars von Trier n'a pas changé, et heureusement pour nous et pour le spectateur. Donc le film, après Nymphomaniac, il dit « Je vais m'attaquer au serial killer. J'étais dans un cerveau de nymphomane, maintenant je vais me mettre dans un cerveau de serial killer. » Donc il annonce le programme, c'est toujours aussi brutal. Sauf que la différence, c'est que on peut avoir d'autres films sur le serial killer qui peuvent tourner un peu bizarrement, c'est que lui, il annonce le programme, donc il prend personne en traite. Il dit voilà, ça va être je vous propose ça, vous me suivez ou vous ne me suivez pas, mais il va se passer ça avec tout ce que vous pouvez imaginer derrière. Bon, il va se débarrasser assez rapidement des raisons et du pourquoi du comment, d'ailleurs c'est plutôt sympathique parce que expliquer les raisons d'un tordu ou les actes, c'est soit la naïveté, soit de la malveillance. Donc il s'en fiche de ça, ce qui l'intéresse, c'est le récit de ce type-là, qui est un type qui a des tocs, et qui, pour soigner ses tocs, tue des gens. Et ça commence sur un écran noir, on voit 2 hommes qui parlent, qu'on entend 2 hommes qui parlent, dont un qui s'appelle Verge, on découvrira l'identité à la fin. Ce fameux Jack va raconter 5 meurtres choisis au hasard, et parmi 80 meurtres. Donc ce qui est assez intéressant, c'est que sa prise artistique, sa direction artistique tranche avec Mélancolia, qui était vraiment des fulgurances, qui était ultra baroque. Là, on est vraiment dans l'organique. C'est-à-dire qu'il refuse l'esthétisation de la violence. Donc première chose intéressante, c'est qu'il ne veut pas esthétiser ça. Et deuxième chose, c'est qu'il arrive à trouver une distance de caméra qui fait qu'on n'est jamais pris en otage, qu'il n'y a pas de fascination et qu'il arrive à nous montrer l'immontrable sans nous filer complètement à nausée, quoi. C'est quand même un film très violent, il y a des meurtres de gamins dedans, il faut le savoir, mais voilà, il dit, je vous fais rentrer dans la tête d'un serial killer et je vais vous montrer ce que c'est. Alors la question, il a eu peur peut-être de ne pas être pris à Cannes ou d'avoir une censure s'il avait esthétisé la violence. Hein. Je pense qu'il a fait attention. Malveillant. Je pense que c'est. Non, mais il a fait attention quand même parce qu'il aurait tendance lui plutôt à faire ce genre de choses. Mais il le fait dans une deuxième partie dans son film, et c'est là où c'est intéressant. Mais pour ça, il le fait pas. Et le risque justement, c'est d'esthétiser, quoi, de montrer l'immontrable en esthétisant, en mettant un coup de peinture, ce qui est encore plus tordu et encore plus malveillant. Là, il le fait pas. Alors après, le problème, c'est que l'exercice de style se révèle assez rapidement vain parce que la tête d'un serial killer, c'est aussi intéressant que le cerveau d'une nymphomane. Donc ce qu'il va faire, c'est qu'il va bifurquer sur autre chose. Il va parler de lui. Il va parler de toutes ses névroses, il va mettre des extraits de ses films, il va faire même un petit pastiche de Bob Dylan dans l'album Homesick Blues qui chantait avec ses pancartes. Et ben là, il va mettre Jack avec ses pancartes, avec des mots d'oiseaux dont il s'est fait accuser par tous ses détracteurs. Donc c'était impulsif, égoïste, misogyne. Et puis on est en plein MeToo, c'est l'année MeToo aujourd'hui. Et lui avait été attaqué par Björk pour des choses. Et puis à ce festival de Cannes, il y a le défilé MeToo, les femmes et compagnie. Et dans son film, il choisit 5 meurtres au hasard, c'est 5 meurtres de femmes. Complètement stupides. Dont une qui s'appelle Simple. Et il y a un discours il y a une scène assez dingue à la Lars von Trier. C'est le découpage de poitrine de cette Simple par Jack
qui fait un discours en se plaignant de cette société moderne qui victimise beaucoup trop les femmes et qui criminalise beaucoup trop les hommes. Et il fait ça, voilà, c'est Lars von Trier, c'est ça. Donc en fait, on se rend compte assez rapidement qu'il est dans la satire, où il mélange tout, il parle de lui, il parle de la société, il parle de ses films, il parle de l'art. Et ce qui est sympa avec Lars von Trier, c'est que c'est un virtuose, quoi. Et donc il mélange, il convoque les différents arts, on se retrouve avec du Glenn Gould, avec William Blake, on se retrouve avec Ray Charles. Voilà, c'est ça qui est assez étonnant. Donc oui, on a l'impression d'être un peu son psy. Mais honnêtement, moi, ça ne me dérange pas de payer 15 € pour assister à tant de virtuosité, quoi. C'est un film mineur dans sa filmographie, mais c'est un film d'une drôlerie assez avec héroïque. un réalisateur majeur aussi. Et c'est très drôle. Voilà, Honnêtement, on rit. On rit parce que c'est une provocation. C'est un bras d'honneur, ce film. Mais pas que, quoi. Mais il est un peu fou, mais comme Terry Gilliam sur autre chose, c'est rare. Mais je pense que ceux qui ont fait des grands films sont ceux qui sont un petit peu malades. Je pense qu'il y a deux types de personnes qui osent tout. Il y a des cons, puis il y a Lars von Trier. Voilà, ouais. Et Lars von Trier, on lui permet d'oser, parce que c'est un virtuose. Alors, c'est à voir avec... Alors, c'est un en film faisant sur attention un quand même. serial Voilà, killer. un serial killer. Il le dit, il l'annonce, il ment pas. Alors, Mais, un autre film qui n'a rien à voir, A Star is Born, de Bradley Cooper. Je ne sais pas si tu l'as vu. J'ai pas pu le voir. Tu n'as pas pu le voir. Alors, c'est vrai qu'on avait eu déjà des suites. C'est une suite de ce qu'il y avait eu déjà avant, puisqu'on avait eu une Janet Gaynor et puis Frédéric March en 1937. Oui, mes souvenirs sont bons. On avait Judy Garland et Jess Mason, c'était en 1956, je crois, quelque chose comme ça, 54. Et puis Christopher Nolan et Barbara Streisand en 76. Donc voilà, c'est un peu la suite de ça. Alors l'intérêt, c'est que d'abord c'est mis en scène par Bradley Cooper, c'est très bien fait. C'est l'histoire d'un chanteur de country, on est dans le domaine de country. Donc c'est intéressant, on voit ce chanteur-là qui est remarquablement interprété par Bradley Cooper, qui a pris aussi des leçons de chant pendant 1 an. Et il chante très bien, quand on le voit, c'est lui qui chante, il chante très bien. Donc on le voit, alors au départ c'est un petit peu désagréable parce que c'est un petit peu lent, et puis évidemment il va dans un endroit qui se trouve être évidemment un endroit transformiste, donc on a le droit à la scène américaine classique avec tous ces tarés, la transformisme, machin, etc. Bon, on est dans cette boîte-là, il fallait bien que les Américains mettent quelque chose comme ça. Donc ça c'est un petit peu long, ça a peu d'intérêt. C'est là qu'il rencontre une jeune chanteuse qui l'éblouit. Il en tombe un petit peu amoureux. Ensuite, donc, il la drague, entre guillemets. Alors, on a des scènes qui sont un petit peu longues, mais qui sont quand même pas mal, parce que sa drague est assez intelligente, c'est gentil, c'est gentillé, c'est même un petit peu enfantin, alors que ce sont 2 adultes. Et puis ensuite, on s'aperçoit que lui, il a un gros problème, c'est l'alcool. Il a un gros problème, c'est qu'il est très amoureux. Et il a un gros problème aussi, c'est qu'il trouve qu'elle est géniale. Donc, il la fait venir sur scène. Et c'est effectivement la chute de l'un et la montée de l'autre. Alors on voit cette femme qui participe, elle est prise, on lui demande de faire des disques, elle va en studio, etc. Et pendant ce temps-là, lui, il s'effondre de plus en plus parce qu'il est alcoolique au dernier degré. Alors elle essaie de le rattraper, il fait des cures, ça ne marche pas et il termine par se suicider. C'est bien fait, c'est très bien fait. Et alors, Bradley Cooper est remarquable et surtout Lady Gaga, ça a été quand même une découverte. Elle est très bien comme actrice. Alors que personnellement, quand elle est là à se déguiser et à faire de la provocation et avec des textes complètement ridicules quand elle est en chanteuse, là peut-être c'est une découverte parce qu'elle est très bonne dans ce film. Donc au total, c'est un film qui est très agréable à voir et avec une très belle musique aussi naturellement. Oui. Une bande son un petit peu forte au début, mais ça sont les gens des salles de cinéma qui mettent souvent les bandes son un petit peu fortes, un petit peu trop fortes. C'est un beau film à voir. D'accord. Et c'est dans le genre qu'on a déjà vu, c'est-à-dire cette star en chute alcoolique. Il arrive à innover, à amener un peu ailleurs, sur des chemins un peu différents. Non, on est dans le classique. C'est bien fait, mais c'est dans le classique. Non, il n'y a pas de surprise, mais c'est bien fait, c'est très bien fait. Voilà, donc à voir comme film. Est-ce que tu as vu, je crois, un film sur l'espace? Exactement, The First Man de Damien Chazelle avec Ryan Gosling. Damien Chazelle, c'était le réalisateur de La La Land, cette comédie musicale qui a cartonné encore avec Ryan Gosling. Et là, donc, pour son 3e film, il s'attaque à Neil Armstrong. Donc Neil Armstrong, comme toutes les histoires comme ça, on connaît la fin. Donc comment passionner le spectateur sur un truc dont on connaît déjà l'issue. Et il y a eu beaucoup de choses, quoi. Entre ceux qui ont vu en direct, ceux qui ont revu après, et puis les livres qui ont été écrits, on connaît presque tout d'Armstrong. Alors, si le script est décliné avec les étapes inhérentes au genre, c'est-à-dire la sélection, l'entraînement, les conséquences sur la vie familiale, on est là-dedans. Là où c'est intéressant, et là il arrive à saisir l'intérêt du spectateur, c'est qu'il épouse littéralement le regard d'Armstrong. Il va le coller, il va épouser uniquement son regard. Donc il y a une première scène notamment qui est assez dingue, qui est une scène d'immersion dans un cockpit.
honnêtement, j'ai rarement vu ça au cinéma, quoi. On a vraiment l'impression d'être dedans. Et donc, c'est son parti pris, ça va être de dire, je vais être dans le réaliste, dans l'abrupt. Et je vais vous montrer ce que c'est qu'une fusée, je vais vous montrer ce que c'est que le mur de son, je vais vous montrer tout ça. Et donc, on est vraiment plongé avec Armstrong là-dedans. Et il enlève tout le côté héroïque, on est plutôt dans un thriller avec une trajectoire qui a un parfum de la mort. Et ce qui est intéressant, c'est que on se remémore que avant d'arriver à Armstrong, l'homme qui marchait sur la Lune, il y a eu beaucoup de morts avant. Et il met ça en scène. Il met en scène la mort qui rôde toujours et qui est un mort est une marche de plus vers le ciel, vers les étoiles. Et c'est son parti pris qui est très intéressant. C'est que on connaît la fin, on connaît tout ça, mais on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé et on n'a pas vécu. Et là, il fait ressentir, il fait sentir, il fait vibrer. Donc il y a beaucoup de défauts inhérents au film un peu comme ça, un peu américain, mais on est vraiment dans l'immersif pur et c'est très bien foutu. C'est intéressant parce qu'il y a un autre film, moi j'ai vu, qui est aussi sur l'espace, qui s'appelle 16 levées de soleil. Pourquoi 16 levées de soleil? Parce que Soyouz fait le tour de la Terre à 28 000 km à l'heure, et ça veut dire qu'il y a 16 levées de soleil et 16 couchers de soleil, d'où le titre. Alors ça, c'est Pierre-Emmanuel Le Goff qui l'a mise en scène et qui l'a tournée. Alors là aussi, c'est un petit peu la même chose, c'est intéressant, c'est la sonde spatiale qui va se coller dans l'espace, qui va se raccorder avec un équipage qui est composé d'une Américaine, qui est composé d'un Russe et qui est composé du Français Thomas Pesquet. Donc c'est effectivement plus basé sur lui, parce qu'on l'interviewe plus sur... Alors il y a deux choses intéressantes mais très pratiques, c'est-à-dire c'est le début. Donc on voit effectivement les ingénieurs qui travaillent, on voit le départ de la fusée. Donc c'est intéressant sur le plan psychologique, on voit quand même qu'ils ont peur, on voit leurs familles qui ont peur, on voit ensuite, quand la fusée démarre, on voit la joie, etc. Donc ça, c'est intéressant, c'est un petit peu technique, si on veut. Et puis à la fin, quand ils arrivent aussi, donc la joie d'avoir réussi, ils sont restés 156 jours dans l'espace, la joie de la réussite, d'arriver sur Terre, on les voit aussi, on est obligé de les transporter parce qu'ils n'ont plus de muscles, et puis ils vont faire tous les examens médicaux. Et entre-temps, on est dans l'espace. Alors on est dans l'espace, il y a deux choses. La chose qui est intéressante, c'est tout ce qu'on nous montre dans les cabines, mais en fait c'est assez répétitif, parce qu'on les voit voler sans arrêt puisqu'ils sont en apesanteur. Donc là, c'est un petit peu trop appuyé, parce que bon, ils boivent, ce sont les bulles d'eau, on les voit on voit le matériel qu'il a, on se dit que sur le plan scientifique, ce sont des performances absolument extraordinaires ce qu'il y a. Et puis l'autre côté que j'ai trouvé beaucoup plus intéressant, c'est le côté onirique, avec une grande poésie, c'est-à-dire que on a des vues de l'espace qui sont absolument fabuleuses, on voudrait que ça reste. On voit des couchers de soleil, on voit la Terre, on voit quand ils sortent dans l'espace, et rien que pour ces dizaines, une quinzaine de vues, ça vaut le coup de le voir. Et en même temps, quelque chose d'intéressant aussi, c'est qu'il dialogue un petit peu avec Saint-Ex, puisqu'il y a des textes de Saint-Exupéry, sortis du Petit Prince, de Vol de nuit, ces différents livres. Donc on est dans la métaphysique, dans la métaphore aussi, dans la philosophie, si l'on veut, de la vie. Et cette espèce d'échange entre Pesquet, qui nous parle de ce qu'il fait, qui nous parle de la Terre en disant aussi qu'on n'a qu'une planète, et en même temps on entend Saint-Ex. Alors c'est un film qui est inégal, parce que c'est vrai que dans la cabine c'est un peu long de voir tout ça, mais simplement pour ses vues, et puis ce dialogue, je pense qu'il faut aller le voir. Quoi d'autre? Tu voulais parler peut-être... Est-ce que tu avais vu Nos batailles? Je crois que tu avais... Nos batailles, oui, Nos batailles, on en avait parlé la dernière fois avec Anne. Alors rapidement, puisque... Mon avis n'a pas changé, c'est un film social, c'est un film naturaliste ou réaliste, les deux marchent. Donc c'est un genre qui est très spécifique, parce que monter une réalité, c'est pas forcément ce qu'on cherche au cinéma. Bon, là, il le fait. Si on va le voir, pari réussi, quoi. Parce que sincère, parce que juste, parce que honnête, parce que émouvant. Voilà. Il montre une réalité. C'est du film réaliste, social français, mais sans idéologie, pas politisé, avec une justesse de regard sur les personnages sans aucune idéologie, mais on peut en déduire quelque chose. C'est quand on voit ce film qui est très réaliste, effectivement, on voit cette femme qui est partie parce qu'elle en a marre, parce que lui, il ne s'occupe pas de son ménage, il n'a pas le temps, il travaille trop, et elle le plaque. Elle s'en va, elle envoie une carte postale, mais on ne sait pas où elle est, et elle ne donne aucun signe de vie. Et on voit quand même le désespoir des deux enfants, dans la petite fille qui ne parle plus, qui devient muette pendant un temps, etc. Donc ça pose tous les problèmes justement d'éthique dont on va parler bientôt. C'est honnête. Ici, il ne juge jamais les personnages, il juge, c'est-à-dire qu'il ne triche pas sur les conséquences des actes. Il juge les actes, il ne juge pas les personnages. C'est tout ce qu'il faut. Moi, je n'ai pas autant accroché, j'ai trouvé ça un petit peu lent, et c'est un petit peu la même chose, mais c'est du néo-réalisme. Voilà. Et il faut reconnaître que Romain Duris est parfait dans le rôle. Il est étonnant, il est saisissant de vérité dans ce film. Un autre film. Frères ennemis.
Ah ben frères ennemis. Alors bon, je dis en 2 mots le scénario. En fait, ce sont 2 frères, Manuel qui dirige un réseau de drogue, donc, et puis de l'autre côté, comment il s'appelle, Driss, c'est ça, Driss qui lui est dans la police. Alors ce qui est intéressant, comme tu disais, c'est qu'il y en a un qui est dans la police, mais qui est bien dans son milieu arabe, j'allais dire, son milieu musulman, et l'autre qui est un marginal et qui est un petit peu en rupture de son milieu, de sa communauté. Ceci étant, il y a aussi pas mal de croisements, parce qu'il y a le père, enfin on ne va pas dévoiler. Moi je trouve que ça c'est pas mal fait, mais en même temps l'idée quand même a été déjà faite, c'est un peu convenu, c'est bien fait, mais ça n'est pas un grand film. Ça se laisse voir. Voilà, c'est un film qui est honnête, c'est un film qui est, le scénario est bien ficelé, le rythme est bon, la mise en scène est propre, les 2 acteurs sont très bons, bien dirigés, intenses comme il faut. En effet, il y avait une promesse de départ qui était intéressante, qui était ces 2 personnes-là, un qui vient d'une communauté, parce que c'est un arabe qui vient d'une cité qui est essentiellement 80% occupée par les arabes et qui décide de partir pour devenir policier, et le blanc qui essaie de s'enraciner dans cette communauté, mais à laquelle il ne va jamais appartenir. Donc l'idée de départ était intéressante. Le problème, c'est qu'il va toujours suivre ces personnages en parallèle et jamais les croiser, jamais les confronter. Donc on est en effet sur un polar. Sauf un petit peu à la fin, qui est un petit peu exagéré aussi. La fin. Je la trouve un petit peu c'est un polar honnête, quoi. Honnête. La fin est un petit peu mélo quand même. Oui, mais un petit peu trop. Bah, c'est un polar, oui. Mais c'est un polar qui m'a plu. Alors moi j'ai vu aussi La saveur des ramen d'Eric Coe, l'histoire de Masato qui travaille dans le restaurant de son père. La spécialité sont les ramen, je n'ai jamais goûté, ce sont des nouilles avec des boulettes de viande, enfin quelque chose de très spécial. Même au Japon je n'ai pas vu ça. Et donc il travaille avec son père qui est un homme assez renfermé. Pourquoi? Parce qu'il a perdu sa femme, il ne s'en remet pas. Donc il travaille avec lui dans le restaurant et puis son père décède. Et tout d'un coup, il se dit, bah, tiens, je vais aller voir ailleurs, je vais aller à Singapour, puisque c'est là que mes parents s'étaient rencontrés, puisque son père est japonais et sa mère était de Singapour. Donc il va là-bas, il recherche une recette de cuisine qu'avait sa mère, parce que sa mère lui manque beaucoup, elle est morte quand il était très jeune, et en même temps, il est à la recherche d'un oncle, donc il va retrouver cet oncle, et puis ça va être l'occasion de raconter une histoire de famille, comme toutes les histoires de famille. Il y a eu des tensions, il y a eu des choses qui ne sont pas claires, etc. Alors, c'est fait avec gentillesse, c'est un film asiatique, avec les défauts aussi un petit peu lents. C'est fait avec gentillesse, c'est fait avec pas mal de poésie, mais je dois dire qu'on en sort en se disant, ça n'est pas palpitant. D'accord. Okay. Si tu n'as pas d'autres films, je crois qu'on va conclure, parce qu'on est arrivé. Ben voilà. Donc, en résumé, allez voir A Star is Born, peut-être les 2 films sur l'espace. Ouais. Et puis, pourquoi pas aussi Nos batailles. Et de Guillaume Sénez. Et le Lars von Trier pour ceux qui ont le cœur un peu accroché et qui n'ont pas peur de l'humour noir. Voilà, mais ça, tu les as prévenus. Voilà. Bon, merci beaucoup et à la semaine prochaine. Amis de TV Liberté, bonjour. Pour cette rubrique l'art en beauté, nous avons invité une jeune compagnie et sa directrice, Géraldine Hiller. Bonjour Géraldine. Bonjour Anne. Votre compagnie, la compagnie des Enfants de la Lune, vous êtes déjà venue nous présenter ces spectacles et là, vous présentez un spectacle prochainement pendant les vacances dites de la Toussaint. Nous restons à l'ancienne dénomination. Et ça s'appelle Le violon chante et le loup court. Oui. Et c'est un spectacle où vous faites beaucoup de choses. Racontez-nous. Alors, Le violon chante, en fait, tout part de... C'est un conte tzigane qui parle en fait du violon enchanté. C'est une histoire très poétique, un peu mystérieuse, magique. Alors, je ne vais pas raconter l'histoire, mais voilà. Non. Et donc, j'ai la chance de travailler avec un violoniste tzigane. Oui. Il a joué au Rasputin pendant plus de 20 ans. Oui. Voilà, il a fait un peu l'Opéra de Paris aussi. Donc, pendant l'échauffement, il me fait un peu la Belle au bois dormant. J'ai le droit au Lac des Cygnes. C'est vraiment... Non, c'est génial. Enfin, c'est un vieux monsieur qui a une pêche incroyable. Et donc, moi, le violon, c'est mon instrument... c'est vraiment mon instrument préféré. Je suis tombée sur ce conte un peu par hasard, en cherchant, en lisant des contes. Et j'ai voulu le monter en spectacle. Donc ça, c'est la première partie, vraiment poétique, avec de la danse, je chante. Dini Noche, un chant russe, parce que je
peux pas m'empêcher de mettre un peu de russe partout. Puis tzigane... Vous avez des origines? Non, lointaines. Lointaines, oui. Lointaines. Et la deuxième partie, donc c'est Le loup court, c'est un conte du Caucase que m'a fait découvrir ma prof de russe. Je parle très mal le russe, mais c'est pas grave. Я не говорю по-русски. Chut. Et c'est un conte du Caucase, c'est l'histoire d'un loup maigre qui a faim, qui tombe sur une petite truie toute maigre, mais il a tellement faim que... Il a enfin son dîner. Il a enfin son dîner, sauf que non, la truie, elle est maligne. Déjà, elle fait son footing, elle fait attention, elle fait régime. Enfin, voilà. Et c'est original, cette fois, c'est les enfants qui le jouent. Donc, je l'ai fait monter sur scène. Oui. Chaque animal, donc il y a le loup, la truie, le buffle, voilà. Chaque animal a sa petite musique, je leur mets des masques, et c'est eux qui vont jouer sur scène, la deuxième partie. Donc, c'est très risqué, mais ça se passe très bien. Donc, j'ai 6 personnages, et donc, mon violoniste, et alors là, il est très important parce qu'il accompagne chaque animal. Donc le loup, on évoque évidemment avec Pierre et le loup le tin. Oui, alors il me vient une idée, puisque vous avez puisque vous êtes accompagné par ce grand violoniste. Oui. Pourquoi après vous ne lui demandez pas de faire une initiation à la musique pour les enfants? Il faut que... Bonne idée, oui. Ou à l'entracte, il faut qu'il offre un des grands airs au violon, pour que les enfants partent avec vos contes, mais aussi avec un grand classique dans les oreilles. Je vais prendre l'idée. Belle idée. Oui, parce qu'il peut jouer tout. Alors, ils auront quand même des extraits de musique tzigane très connue, d'autres moins connus. Oui. Pierre et le loup, voilà. Ça, pour le conte du Caucase. Pas tout à fait une musique tzigane, Pierre et le loup. Non, c'est pour ça que j'ai bien dit le violon chante, la partie tzigane en premier, et le loup court, le conte du Caucase. C'est très bien. Mais il faut savoir que tout ce que l'on met dans la tête des enfants avant 7 ans, 8 ans, 9 ans, reste pour l'éternité. Et donc... même après. Hein. Donc, moi, j'ai vu le Cid, j'avais 11 ans, et je suis tombée... Voilà, je voulais jouer Chimène, et c'était fini, je voulais faire du théâtre. Mes parents étaient désespérés, ils s'arrachaient les cheveux. Ça y est, c'est vous ne voulez pas que vos enfants fassent du théâtre? Pas du tout, et ils veulent tous faire de la danse, du théâtre et du chant, c'est bizarre. Hein. Tous les Alors, c'est au théâtre Le Mandapa, c'est 6 rue Wurtz, W-U-R-T-Z. C'est au métro Glacière, dans le 13e. Voilà. Et ça se joue le 29, le 30, le 31 octobre et le 2 novembre. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que c'est à 10h30 ou à 14h30. Voilà. Donc, c'est très pratique. Et nous espérons finalement que vous pourriez nous offrir ces contes à TV Liberté. Ça serait merveilleux. Ça serait merveilleux. On va essayer d'organiser ça. Ah oui. Géraldine. Et vous arrivez à promener ce spectacle? Alors lui, il est vraiment tout nouveau. Il vient de naître l'année dernière à Épinay sous Sénart. Oui. Parce qu'on joue dans les écoles pour Noël. Et donc il y avait les contes russes. Oui. On avait fait une reprise, mais il y avait des écoles, on avait déjà joué les contes russes et ils voulaient un autre spectacle. Oui. Et comme ça faisait longtemps que j'avais ce petit violon enchanté dans la tête, c'était l'occasion. Donc vous jouez dans les écoles? Beaucoup dans les écoles, dans les centres aériés, dans les maisons de retraite. Dans les mairies? Voilà. Les mairies, les CE, donc les théâtres. Si un maire nous écoute ou une mère nous écoute, tout à fait. Ils peuvent vous contacter. Complètement. Et alors, ils tapent la compagnie des enfants de la Lune? Alors, vaut mieux qu'ils fassent Géraldine Hilaire. Géraldine Hilaire. Pas encore de site. H-I-L-A-I-R-E. Voilà. Mais vous n'aviez déjà pas de site la dernière fois. Il faudrait peut-être que ça quelque avance. Chose. Oui. Parce que la communication, c'est un peu... on est artiste. Il faut déléguer, il faut trouver... Mais je cherche. J'ai quelqu'un un jeune qui fasse ça très vite. Ce serait bien. Alors, sinon, il y a mon téléphone. Géraldine Hilaire, bon. Et donc, votre adresse mail d'abord? Oui, c'est Yatsiba, Y-A-T-S-I-B-A. Voilà. Yatsiba. @hotmail.com. Ça veut dire quoi, Yatsiba? C'est Yatsiba Lublou. En russe, ça veut dire je t'aime. Je t'aime. Yatsiba Lublou. Il y a Ochin Lublou. Très bien, je l'avais entendu, mais je ne l'avais jamais écrit. Donc, Voilà. Ah oui, mais ça ne s'écrit pas comme ça en russe. Yatsiba, Y-A-T-S-I-B-A, @hotmail.com, la compagnie des enfants de la Lune. Voilà. Géraldine, merci beaucoup. C'est toujours un bonheur de vous entendre parler de vos projets et on n'a qu'une envie, c'est de descendre dans le métro pour aller à Glacière. Voilà. Merci beaucoup. Merci Anne. À très vite, peut-être sur les ondes de TV Liberté. Avec plaisir. Au revoir. Au revoir, chers amis de TV Liberté.